Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer les idées d'un livre absolument fondamental, Un monde hanté par les démons de Carl Sagan. C'est en quelque sorte un guide de survie pour notre époque, un manuel pour naviguer dans un océan de fausses informations. Et pour ça, Sagan nous propose l'outil le plus efficace qui soit, notre propre esprit critique. Alors, allons-y. Pour Carl Sagan, il faut bien comprendre que la science, ce n'est pas juste une collection de faits à apprendre par cœur. Non, pour lui, c'était bien plus que ça. C'était une véritable source d'émerveillement, vous savez, comme une petite bougie qu'on allume dans une immense pièce sombre. Et cette petite lueur, elle contraste radicalement avec le vacarme de tout ce qu'on appelle la pseudo-science. Et ça, c'est un point essentiel chez Sagan. Il ne voyait aucune guerre entre la science et la spiritualité, bien au contraire. Pour lui, le fait de comprendre l'univers, de réaliser notre toute petite place au milieu de cette immensité, eh bien, c'est une expérience spirituelle en soi. C'est un sentiment assez unique, un mélange d'admiration et d'une très grande humilité. Mais le monde dans lequel on vit est un peu différent. On est constamment bombardé par des titres comme celui-ci, un vrai titre de tabloïd que Sagan cite dans son livre. Forcément, ce genre d'affirmation fracassante vient complètement percuter une vision rationnelle et scientifique du monde. Et ça ne s'arrête pas là. On continue avec des voix qui chanteraient en anglais, rien que ça, depuis le fin fond d'une galaxie. C'est typiquement le genre de titre qui joue sur notre envie de merveilleux, notre désir que le monde soit plus magique qu'il n'en a l'air. Sauf que, il n'y a jamais la moindre preuve. Voilà, ce dernier titre résume parfaitement le cœur du problème que Sagan voulait mettre en lumière. On baigne dans un flot continu d'affirmations qui sont, certes, très séduisantes, mais qui ne reposent absolument sur rien de concret. Bon, alors la grande question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est si facilement attiré par ce que Sagan appelle des sottises ? En fait, il s'est beaucoup penché sur la psychologie qui se cache derrière notre crédulité. Au fond, l'explication est assez humaine. On a tous ce besoin, plus ou moins fort, de s'échapper du quotidien, de retrouver un peu de cette magie, de cet émerveillement qu'on avait quand on était enfant. Et la pseudo-science, elle, s'engouffre là-dedans. Elle propose des réponses simples, extraordinaires, à des questions parfois très angoissantes. Et ce qui est fascinant, c'est que si la forme change avec les époques, le fond, lui, reste bizarrement le même. Sagan fait un parallèle incroyable entre les procès en sorcellerie d'autrefois et les histoires modernes d'enlèvement par des extraterrestres. La structure du récit est identique. Des créatures puissantes qui nous paralysent, nous font voler et nous font subir des examens étranges. Il y a aussi autre chose. Notre cerveau est littéralement câblé pour chercher des motifs, des formes connues partout. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. C'est pour ça qu'on voit un visage dans un nuage ou sur une photo de Mars. C'est un réflexe naturel, mais c'est aussi une porte d'entrée immense pour toutes les mauvaises interprétations. Ok, alors, face à tout ça, quelle est la solution ? Eh bien, Sagan nous propose de changer notre regard sur la science, de ne pas la voir comme un catalogue de faits, mais plutôt comme une méthode, une simple façon de penser, qui est basée sur le doute et le questionnement. Et cette anecdote personnelle de Sagan est, je trouve, absolument géniale. Elle nous montre que la science, dans son essence, c'est cet équilibre, parfois un peu précaire, entre le scepticisme, le « attends, est-ce que c'est bien vrai ?» et l'émerveillement, le « waouh, c'est incroyable !» Et ça, n'importe qui peut l'apprendre et le transmettre. Pas besoin d'être un scientifique. En fait, la plus grande force de la science, c'est qu'elle accepte de se tromper. Elle est conçue pour s'auto-corriger en permanence. Prenez les lois de Newton. Elles sont célébrées, elles marchent incroyablement bien, on envoie des fusées avec. Et pourtant, les scientifiques n'ont jamais cessé de les pousser dans leur retranchement, jusqu'à trouver leurs limites. Et c'est comme ça qu'on a découvert les théories d'Einstein, qui sont encore plus précises. On en arrive maintenant à la partie la plus concrète, la plus pratique. Sagan nous propose ce qu'il a joliment appelé un kit de détection d'imposture. C'est une véritable boîte à outils mentale pour évaluer n'importe quelle information qui nous arrive. Qu'est-ce que c'est, en gros ? Eh bien, c'est une liste de réflexes, de bonnes questions à se poser pour se protéger contre les mensonges, qu'ils viennent des autres ou, et c'est le plus important, de nous-mêmes et de nos propres biais. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit ? Des choses assez simples au fond. Toujours chercher à confirmer les faits avec plusieurs sources indépendantes. Écouter les arguments de tous les côtés, même ceux qui nous dérangent. Se méfier de l'argument d'autorité. Ce n'est pas parce qu'une personne célèbre dit quelque chose que c'est vrai. Toujours envisager plusieurs explications possibles. Et enfin, le plus dur sans doute, ne pas tomber amoureux de ses propres idées. Il faut être prêt à les abandonner si les preuves nous disent qu'on a tort. Très bien, mais on pourrait se dire, à quoi bon tout ça ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, parce que les enjeux vont bien au-delà de simples histoires de soucoupes volantes ou de fantômes. Ça touche vraiment au cœur de notre fonctionnement en tant que société. Pour le montrer, Sagan reprend une vieille parabole, l'histoire d'un armateur. Cet homme doit envoyer un navire plein de familles en mer. Il a des doutes sur l'état du bateau, mais il choisit de les ignorer, de se convaincre que tout ira bien. Le navire coule. La morale de l'histoire est terrible. Sa sincérité, sa bonne foi ne l'excusent en rien.
Il est coupable parce qu'il n'avait pas le droit de croire sur la base de preuves aussi fragiles. Ça montre bien qu'on a une vraie responsabilité morale vis-à-vis de ce qu'on choisit de croire. La phrase est brutale, je sais. La crédulité tue. Mais elle est nécessaire. On passe de l'histoire de l'armateur à la réalité la plus crue. Parce que oui, le manque de pensée critique peut avoir et a eu des conséquences absolument mortelles. L'exemple que Sagan donne est celui de l'industrie du tabac. Pendant des décennies, ces entreprises ont dépensé des fortunes pour créer artificiellement du doute sur un fait scientifique prouvé et reprouvé, le lien entre cigarettes et cancer. Le résultat, on le connaît, des millions et des millions de morts qui auraient pu être évitées. Ça montre bien à quel point la crédulité, quand elle est exploitée à grande échelle, devient une arme de destruction massive. Et c'est là que Saga fait un lien absolument vital entre la science et la politique. Il nous dit, de la même manière que la science a besoin de l'autocorrection pour avancer, une démocratie a, elle aussi, besoin d'un mécanisme pour corriger ses erreurs. Et ce mécanisme, ce sont les citoyens. Des citoyens qui doutent, qui posent des questions, qui ne prennent pas ce que disent les autorités pour argent comptant. En d'autres termes, et cette citation le résume parfaitement, l'idée n'est pas que l'État nous protège de nos erreurs. C'est le contraire. C'est le rôle des citoyens d'empêcher l'État de commettre des erreurs. La responsabilité finale de la pensée critique, dans une démocratie, elle repose sur les épaules de chacun. C'est un devoir civique. On termine sur cette question, c'est la question que Sagan pose en filigrane tout au long de son livre. Face à l'obscurité de la désinformation, de la superstition, de la crédulité, les outils qu'on a vus, le scepticisme, l'émerveillement, la méthode scientifique, sont autant de petites bougies. La question n'est donc pas de savoir si on a besoin de lumière, mais plutôt, quelle bougie allons-nous décider d'allumer ?